Des transports publics gratuits? Mais vous rêvez, jeune homme, c'est impossible! La semaine dernière, on a fait une vidéo sur la politique des communs et peut-être vous vous demandez en gros comment est-ce que l'idée de la gratuité des transports publics et voire de leur quasi-gratuité, en fait, ça s'intègre dans tout ça et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Alors, je vais pas passer des mille et des temps à vous lister tous les bénéfices des transports publics gratuits, que ce soit pour les questions de santé, que ce soit pour la question du pouvoir de vivre des gens, notamment des classes populaires, ou également pour les bénéfices pour une plus de justice fiscale. Et je vais pas non plus revenir sur parfois toutes les idées reçues qu'il peut y avoir autour de cette mesure, ni même sur la question de leur financement. Tout ça, on le verra dans d'autres vidéos. C'est des sujets hyper intéressants. Là, je souhaite surtout vous parler de comment, en fait, la politique de gratuité, elle va, en fait, nous permettre de lutter, en fait, contre toute la logique marchande, propriétaire et privée. Et l'idée, c'est qu'on regarde, d'une part, c'est quoi le lien entre la gratuité et les communs. Puis ensuite, on reviendra également, et pour ça, il faudra attendre la fin de la vidéo, de pourquoi en fait c'est un projet qui est crédible, mais aussi, en fait, on en est où avec les transports publics gratuits en Suisse et qu'est-ce qui va se passer en fait ces prochains mois et ces prochaines années peut-être. Du coup, comme on a vu dans l'une des dernières vidéos, l'un des éléments clés de la politique du commun, c'est en fait la question de la protection et de l'extension en fait des biens et des services qui sont essentiels. Et en fait, à ce titre, la politique de gratuité, donc l'idée de gratuité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une gratuité socialement construite. C'est l'idée de se dire, parce qu'un bien ou un service est absolument essentiel, en fait, on veut le rendre 100% accessible à la population. Et du coup, on va se fixer des règles collectives qui nous permettent d'atteindre ce but, tout en essayant également justement de respecter d'autres critères de manière stricte, comme par exemple celui de préserver les conditions d'habitabilité de la terre. Peut-être ça vous vient pas immédiatement en tête, mais la gratuité, c'est typiquement l'école publique. L'école publique, en fait, on la finance de manière importante à travers nos impôts et elle est accessible en fait à l'intégralité de la population, peu importe en fait où on habite, quelle est notre nationalité et aussi quels sont nos revenus. Ça c'est un exemple, mais on peut poser même à des exemples encore plus anecdotiques, mais qui ne le sont pas tant dans notre vie. Typiquement le fait de pouvoir accéder librement à des parcs ou à des forêts, ça nécessite également du personnel qui travaille, qui entretient. Bon du coup, peut-être faut rendre tout gratuit, ça va résoudre tous nos problèmes, c'est ça? Bon, c'est pas aussi simple parce que en fait, si on fait une politique de gratuité, c'est aussi parce que on a une intention et des objectifs derrière. Alors, soyons très clairs. Typiquement, nous, on estime que parmi les libertés et les droits de base, pour vivre une bonne vie, il faut un droit à une mobilité qui soit notamment équitable, libre et responsable. Et pour nous, ça veut dire en fait totalement changer aujourd'hui le système à ce niveau-là. Comment ça se fait que le système soit encore largement financé, orienté sur des infrastructures autoroutières où la voiture en fait colonise l'ensemble de l'espace public. Nous, on pense au contraire qu'il faut beaucoup plus mobiliser, mettre en évidence la mobilité douce, faire que ce soit elle en fait qui bénéficie d'une politique de gratuité, que ce soit pour les piétons, les vélos, mais également les transports en commun, et que en fait cette gratuité soit en faveur d'une transformation de l'espace social. Du coup, en fait, la politique de gratuité, c'est vraiment une politique de rempart, en fait, face au capitalisme néolibéral, notamment lorsqu'on finance la gratuité de manière importante via des impôts ou d'autres mécanismes, en fait, solidaires. Parce qu'en fait, nos adversaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent désinvestir de manière chronique de ces secteurs, ils veulent les marchandiser, ils veulent une mise en concurrence, ils veulent également simplement le privatiser. Puis on a vu, si on passe un peu notre frontière, typiquement en France et en Grande-Bretagne, dans ces secteurs, il y a vraiment eu typiquement des dévastations où on a sous-investi dans le rail et on voit tellement de petites gares qui ont fermé. On voit également finalement que le devoir entre guillemets de rentabilité fait également qu'on va diminuer en fait la fréquence de certaines lignes, ou alors on va toujours privilégier des très grandes lignes qui coûtent extrêmement cher mais qui répondent pas aux besoins des gens. Et en fait on remarque que c'est exactement l'inverse qu'on a besoin. Avec les transports publics, il ne doit pas être question en fait de points de PIB, de prix, de consommateurisme ou de clientes. En fait, on veut pas que les transports publics ce soit une marchandise et qu'en fait elle soit construite autour d'une valeur d'échange. Nous, ce qu'on veut, c'est que les transports publics soient construits comme un commun. Et comme un commun, ça veut dire autour de sa valeur d'usage qui remplit en fait une véritable fonction essentielle dans la société. C'est une véritable richesse collective qu'on a. Et on ne nie pas que ça a un coût, mais ce coût, on est prêt en fait à l'assumer collectivement, que ce soit de manière égalitaire, durable, démocratique,
parce qu'on estime que ça répond à un projet de société autour de valeurs qui sont extrêmement importantes. En résumé, on pense que les communs et la gratuité, en fait, c'est des alliés d'une société de l'abondance et des biens, des services essentiels pour toutes et tous, mais qui doit être basé sur des critères écologiques et sociaux, démocratiques exigeants, et où les salariés ainsi que les usagers et les usagères doivent être en fait en être co-responsables. Et ça, on le préfère plutôt à une société de la rareté, de l'individualisme, de l'inutilité et de la guerre. Et là, je peux vous assurer que le coût de cette politique, en fait, il est bien plus grand et fatal que celui du commun. Bon, les TPG, du coup, c'est une vraie alternative ou non? Disons que parfois, dans la rue, on vient vers moi, et puis, bon, les gens sont un peu enthousiastes, mais aussi un peu sceptiques, et ils me disent, mais en fait, c'est pas vraiment une utopie, les transports publics gratuits, ça peut pas exister, en fait. Il y a bien quelque chose qui cloche. Eh bien, justement, non. En fait, ce qu'on observe déjà depuis, on va dire, les années 70, c'est de nombreuses, en fait, expérimentations, que ce soit dans des communes, des villes, des régions, et puis même maintenant des pays, où en fait, ça se fait, et puis ça peut se faire, en fait, de manière partielle. Ça veut dire, par exemple, avec des formes de gratuité pour les jeunes ou les seniors, ou alors, par exemple, que le week-end. C'est variable, et en fait, on a énormément d'exemples. Peut-être certains, vous en avez déjà entendu parler. Par exemple, la ville de Dunkerque, qui est un exemple assez connu. Actuellement, il y a aussi la capitale de l'Estonie, Tallinn, ou encore au Luxembourg. Donc, tout le Luxembourg qui a des transports publics 100% gratuits. Et puis encore très récemment, c'était autour de Montpellier, du coup une très grande ville de France avec quasiment 400 000 habitants, de passer en fait, de faire une bifurcation considérable vers la gratuité des transports publics. Et ce qu'on a observé, c'est pas vraiment ce que nous disent parfois des gens, un effondrement du système, des conditions de travail qui se dégradent et toutes en fait ces idées reçues. Après voilà, faut pas mettre non plus derrière cette mesure, c'est pas le nec plus ultra. C'est pas la solution miracle à tout. Les transports publics gratuits, ça va pas résoudre l'entier des problèmes liés à la mobilité, ni des injustices sociales ou de l'inclusion dans la société. Ça, faut être très clair. Parce qu'en fait, tout simplement, une mesure à elle toute seule, elle peut pas répondre à tout ça. Il faut vraiment un programme, une volonté politique qui soit beaucoup plus large pour avoir une forme de rupture et de bifurcation, en fait, écologique et sociale. Il est certes nécessaire d'avoir des transports publics gratuits, mais en fait, il faut bien plus que ça. Il faut empêcher les extensions d'autoroutes, il faut faire qu'il y ait des financements massifs pour la mobilité douce et pour les transports publics, il faut également faire que cet argent il soit injecté pour stabiliser déjà en fait le système actuel et faire notamment qu'on puisse lutter contre l'austérité des secteurs essentiels qui dégradent ensuite considérablement les conditions de travail du personnel par exemple des transports publics ou encore on imagine bien qu'il faut faire qu'on s'oppose à tous les grands projets inutiles parce que c'est de l'argent public qu'on a besoin, mais aussi arrêter cette multiplication, cette frénésie de SUV et faire également que les villes deviennent sans voiture. On imagine bien que c'est un ensemble de choses, mais c'est aussi l'appropriation d'autres communs en fait qui sont nécessaires, dont typiquement le logement et le travail, parce que si on veut faire face à ce ravage en fait écologique, il va falloir adresser les problèmes à la racine. Et les adresser à la racine, c'est s'opposer à toute cette politique pro-automobile, fossile, qui nous est imposée par, on ne doit pas prononcer leur nom, il paraît. S'il y a une chose que les transports publics gratuits peuvent faire, c'est nous permettre de construire un rapport de force, notamment en faveur justement de l'ensemble de ces mesures et pour montrer qu'en fait, il est nécessaire de protéger, d'étendre et de gérer démocratiquement les communs. Du coup, loin d'être une utopie, c'est vraiment une alternative réaliste et radicale, voire même stratégique en fait, pour faire face au capitalisme néolibéral.